Bonjour à tous, merci d'être venus à la quatrième et avant-dernière séance de ce cours Paris, projet et acteurs de la région Île-de-France en situation, qui regroupe des étudiants du M2 ADL et des étudiants du M1 de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Notre séance s'intitule Centre-bourg périurbain d'Île-de-France, des petites centralités en devenir. Et elle s'intéressera aux enjeux spécifiques et dynamiques en cours dans les petites centralités urbaines franciliennes. Nous avons donc trois invités. Marion Mauvoisin, chargée de prospective et stratégie et d'études territoriales et urbaines au CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Monsieur Tanguy Le Goff, chercheur à l'Institut Paris Région au pôle gouvernance anciennement IAU-IDF. Et enfin Anne-Françoise Gaillot, maire de la commune de la Boissière-École, située dans le département des Yvelines, en limite du département d'Eure-et-Loir et au sud-ouest du massif forestier de Rambouillet, qui couvre, si je ne m'abuse, les 2/3 du territoire communal. Avant de vous céder la parole, j'aimerais introduire différentes notions pour la bonne compréhension de ce débat. Donc déjà rappeler le poids que représentent les petites et moyennes villes en France. Elles représentent 40% du territoire national et un quart de la population française y vit. L'actualité est encore vive à ce sujet, sachant que la considération de ce territoire en marge des métropoles comme un territoire délaissé peut être considéré à tort ou à raison. Donc, on peut en discuter dans le débat. Pour préparer le débat, nous nous sommes appuyés sur la lecture principale de deux ouvrages. Celui d'Éric Charles, tout d'abord, La revanche des villages, paru cette année, qui a été pour nous très éclairant. L'ouvrage Densifier, dédensifier, penser les campagnes urbaines du PUCA, le plan d'urbanisme, construction, architecture, paru l'année dernière. En outre, le PUCA inaugurait cette année, le 11 septembre, à l'École nationale d'architecture de Belleville, son cycle de conférences campagne urbaine, dont la dernière séance se tiendra le 10 décembre prochain pour les intéressés. De plus en plus d'architectes se prennent en main les problématiques liées à ces territoires, alors qu'avant ils se concentraient beaucoup plus sur les métropoles. Mais depuis plus longtemps encore, l'État a impulsé des politiques publiques destinées à ces villes. Pour préparer ce débat, nous en avons étudié deux. La politique Action Cœur de Ville et le programme de revitalisation du centre-bourg. Donc d'abord, nous allons faire un petit historique de ces politiques très rapide. Donc Loïc Vadelorge nous apprend que les politiques des villes petites et moyennes sont un incontournable de la seconde moitié du XXe siècle. Elles se retrouvent effectivement au croisement de nombreuses politiques publiques qui caractérise cette période entre l'aménagement du territoire, la rénovation urbaine et la décentralisation. Frédéric Santamaria nous apprend qu'il y a eu trois grandes politiques avant ces deux-là. La politique des villes moyennes, lancée par la DATAR en 1973, avec une opération à vue d'embellissement et d'aménagement du cadre de vie. La politique des réseaux de villes, lancée en 1990, et qui a pour but l'association des villes désireuses de mettre en commun leurs moyens et leurs compétences pour mettre en œuvre des actions. Mais cependant, cette politique se révélera assez décevante par le manque d'actions concrètes qui seront réalisées et elle sera peu à peu délaissée et redirigée vers les métropoles. Là, enfin, une dernière politique, la politique des pôles de compétitivité, lancée dans les années 2000, qui correspond à une mobilisation des budgets d'aménagement du territoire en faveur des territoires susceptibles d'être moteur au niveau national pour la compétition internationale. Maintenant, un résumé succinct du programme national de revitalisation du centre-bourg. Lancé à l'été 2014, ce programme expérimental a pour but de renforcer le maillage territorial avec des centres-bourgs vivants pour répondre à un double enjeu, l'enjeu d'égalité des territoires et la transition écologique. Pour mettre en place ce programme, une action concrète
il y a des subventions du FNADT, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Au lauréat de l'année, l'appel à manifestation d'intérêt pour financer des postes de chargé de projet de revitalisation. Cette politique concerne 54 communes de moins de 10 000 habitants, lauréat de l'année donc. Il y a de nombreux chargés de ce programme, mais le Commissariat général à l'égalité des territoires, dont nous avons une représentante, a une place prioritaire pour sa coordination. Maintenant, un petit résumé succinct de l'action Cœur de Ville. Donc 222, c'est le nombre de villes qui, cette fois-ci, sont concernées par ce plan, lancé en décembre 2017 avec une double ambition, améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et petites et les conforter dans leur rôle de moteur économique. Il est mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant de nombreux partenaires, tels que l'Agence nationale de l'habitat. Le rôle du CGET il est de coordonner via une plateforme en ligne de ressources, d'échanges, de bonnes pratiques et la mise en relation des différents acteurs concernés. Enfin, divers dispositifs sont mis en place par la Banque des territoires, tels que l'ingénierie territoriale ou différents plans de financement, ou encore un système de data visualisation pour mettre en place concrètement ces actions. Ce qu'il y a de commun à ces deux programmes, c'est leur articulation des échelles nationales et locales et leur structuration en 5 axes: habitat, développement économique, accessibilité, urbanisme, services aux habitants. Donc maintenant nous allons parler des centres-bourgs, qui était donc notre sujet. Les centres-bourgs sont assez mal définis, ou plutôt ils ont un grand nombre de définitions. Au final, ce sont quelque chose qui est considéré comme plutôt rural, des petites communes de moins de 1000 habitants. Il existe donc une définition très statistique qu'on peut retrouver entre différents échelons, le bourg entre 2000 et 5000 habitants. Donc là, on voit déjà une différence selon les seuils. Mais on peut aussi s'attaquer au centre-bourg sous un autre angle, en parlant plutôt des centres-bourgs comme des endroits où il y a un repli de la fonction publique, notamment des bureaux de poste ou des écoles élémentaires, ou la fermeture de petits établissements commerciaux, compensée par l'apparition de grandes zones de surface commerciale. Devant ce brouillard, nous avons préféré nous recentrer sur les petites centralités, que nous considérons comme plus englobantes, une notion développée par le CGET en mai 2019, donc, à partir du rapport du CGET entre desserrement urbain et dynamique macro-régionale, qui nous dit que les petites centralités, donc c'est une notion qu'ils ont créée parce que, bien que l'usage soit courant, les termes de petites, moyennes et grandes villes n'ont pas donc, de définition statistique officielle et ne représentent donc pas scientifiquement quelque chose de précis. Donc ils ont préféré prendre cette notion de petite centralité qui est née donc à partir de la notion de l'INSEE d'unité urbaine, qui permet de distinguer les communes urbaines et rurales. Une zone urbaine est donc une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu. Une petite centralité est donc une petite commune exerçant une fonction de centralité. Mais toutes les petites communes ne sont pas des petites centralités. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui fait fonction de centralité. Donc il y a différentes approches. D'abord une approche démographique, comme toujours, où certains considèrent que pour être une petite commune et une petite centralité, il faut avoir un nombre minimum de 2000 habitants. Une approche plus fonctionnelle, à travers la notion de bassin de vie. Le bassin de vie définit le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services les plus courants. L'approche consiste donc à définir les pôles de ces services et à dire que ce sont les petites centralités. Une troisième et dernière approche, celle par les aires d'influence, consiste à considérer que les petites centralités sont les pôles des aires d'influence. Donc les aires d'urbaine, donc qui partent par la notion d'aire urbaine, créée en 1997 et mise à jour en 2010, qui repose sur l'identification de pôles
c'est-à-dire une unité urbaine concentrant au moins 1500 emplois, puis sur la délimitation de cette aire d'influence, en s'appuyant sur les trajets domicile-travail de la population des communes avoisinantes. Donc 3 façons de voir les petites centralités. Ici, donc, nous travaillons sur les petites centralités périurbaines. Donc qu'est-ce que le périurbain? Le périurbain, selon Éric Charme, c'est la campagne placée dans l'orbite d'une ville, l'hybridation de l'urbain et du rural. Selon Géoconfluence, d'un point de vue morphologique, c'est une agglomération à forme largement pavillonnaire, avec une forme discontinue et éloignée du bâti et de l'agglomération. D'un point de vue fonctionnel, le périurbain a un lien fort avec le pôle urbain. La commune périurbaine voit donc un minimum de 40% de ses résidents ayant un emploi dans le pôle urbain ou dans les communes qui sont aussi polarisées par le dit pôle urbain. Donc nous travaillons donc sur des petites centralités périurbaines et franciliennes. Donc pourquoi l'Île-de-France? Parce qu'il y a des dynamiques et des enjeux particuliers associés à l'Île-de-France. Paris étant trop cher, on a une migration du centre vers la périphérie. Et donc ce phénomène fait que les centres-bourgs, les petites centralités d'Île-de-France ont une augmentation démographique. Et donc n'ont pas, comme les autres petites centralités de France, besoin des programmes de revitalisation expliqués précédemment. Donc c'est un cas assez particulier du fait de leur placement dans l'aire d'influence de la métropole parisienne. Et donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc j'aimerais maintenant vous céder la parole, donc avant tout à monsieur Tanguy Leboeuf qui va nous faire une petite présentation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ferai une présentation très rapide. Ça marche pas. Ça marche pas le micro? Si, je pars. Là, c'est bon? Non, il faut essayer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Non. Tout à l'heure, ça marchait, je sais. Bon, on vous entend. Comment je vais faire ça? Présentation rapide d'une étude que nous avons réalisée à l'Institut Paris Région sur la question des villes petites et moyennes du périurbain francilien. Donc je vais être un peu décalé dans le fond par rapport à votre sujet qui est avant tout la question des centres-bourgs, mais on l'abordera puisque parler des villes petites et moyennes du périurbain francilien, c'est d'abord avant tout parler aussi du périurbain. Périurbain en tant qu'espace, c'est ce qui va m'intéresser dans un premier temps, espace relativement important, notamment en Île-de-France, donc si vous pouvez juste mettre la première slide. Voilà, puisque c'est un espace qui représente près de 70% du territoire francilien. Donc voilà, une préoccupation évidemment pour la région Île-de-France et nous, Institut Paris Région, qui travaillons en partie pour le conseil régional. Avec une particularité évidemment de ce périurbain, je ne rentre pas dans le détail, mais avec un périurbain qui a à la fois des communes à dominante, on va dire, urbaine et des communes à dominante rurale. Donc avec la définition que vous avez donnée, ce qui est double élément à prendre en considération, à la fois cet aspect, j'allais dire, de l'unité du bâti, donc une première, et puis l'aspect fonctionnel, le déplacement, 40% des travailleurs qui vont dans le cœur d'agglomération. Donc si on regarde finalement cette carte, on voit bien, donc, on verra, ça a des incidences très fortes aujourd'hui, même d'un point de vue institutionnel, puisque avec la dernière réforme territoriale incarnée par la loi NOTRe et la loi MAPTAM, on verra, je vous montrerai une carte des institutions franciliennes. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce que nous disent d'ailleurs les maires de ces territoires, que je rencontre assez régulièrement, que finalement l'Île-de-France aujourd'hui est découpée en 3 grandes zones, avec un cœur d'agglomération représenté, on va dire, par une institution qui est la métropole du Grand Paris aujourd'hui. Tout ce qui l'entoure, c'est donc ce qui est l'agglomération parisienne, et puis cette 3e zone, qui serait un peu, entre guillemets, la grande oubliée, qui c'est l'ensemble de ces territoires périurbains et ruraux. En tout cas, c'est comme ça qu'un certain nombre de maires, et quand je dis des maires, je pense aux maires des villes que j'ai étudiées particulièrement, et maintenant que je vous renvoie
juste la slide suivante. C'est les maires de ces villes petites et moyennes, 18 villes petites et moyennes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de l'ensemble des villes petites et moyennes d'Île-de-France, il s'agit simplement des villes petites et moyennes situées dans l'espace hors agglomération. Et ici, on a retenu 18 villes sur la base du découpage par bassin de vie réalisé par l'INSEE, qui a représenté 18 bassins de vie. Et dans ces 18 bassins de vie, il y a à chaque fois une ville petite et moyenne qui assure le rôle de centralité. Vous avez des centralités, des petites centralités quand même, on peut dire, parce que si vous avez une ville comme ici dans le sud, Milly-la-Forêt ou Issy-sur-Ourcq, on est dans des villes entre 3000 et 6000 habitants, donc on n'est pas sur les grandes villes. Donc on a pris ce parti, alors évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans le jeu définitionnel, mais effectivement, la catégorie qu'est-ce qu'une ville petite, qu'est-ce qu'une ville moyenne, on pourrait longtemps débattre sur cet aspect-là. C'est un choix qui a été fait, on a décidé que au-delà de 20 000 habitants, on considérait que c'était une ville moyenne, donc on les a situés ici sur la carte, il n'y en a plus que 3 dans ce territoire-là, et toutes les autres sont des villes inférieures à 20 000 habitants. Donc voilà, 18 villes petites et moyennes, et finalement ce qui nous a intéressé lorsqu'on est parti faire cette enquête, c'est de se poser la question, bah, c'est vrai, on parle très régulièrement dans l'espace public, quand je dis l'espace public, les journaux, la question du déclin des villes petites et moyennes, Shrinking Cities, c'est une approche aujourd'hui sur laquelle on travaille beaucoup. Donc il y a une espèce de retour effectivement sur l'agenda de la recherche, mais aussi l'agenda politique de la prise en compte de ces villes petites et moyennes. Et donc la question se posait, est-ce que c'est vrai en Île-de-France? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la particularité c'est qu'en fond, on est dans un espace qu'on dit métropolitain, une métropole dite régionale, puisqu'on voit bien que l'influence de la métropole, au sens véritablement fonctionnel, elle dépasse même le territoire de l'Île-de-France, elle va sur l'ensemble de l'aire urbaine de Paris. Donc la question se posait de savoir si on avait les mêmes problématiques sur cet espace-là que dans d'autres territoires français. Donc c'est ce qui nous a amené à étudier ces villes petites et moyennes. Et finalement, pour étudier ces villes petites et moyennes, je me suis posé la question de me dire, mais dans le fond, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'aller voir la manière, parce qu'on est quand même dans un Paris Région, un espace, un endroit où on a beaucoup travaillé sur la question de planification, et comment ça a été pensé, ces espaces-là, dans les différents travaux de planification. Et est-ce que ça a orienté la trajectoire, finalement, de développement de ces villes petites et moyennes? Donc, je m'en vais juste la slide suivante. Oui, alors là, c'était juste pour des aspects. Non, oui, vous pouvez la remettre, mais indiquer simplement que ce sont ces villes petites et moyennes, dans le fond, on voit, sont plutôt bien desservies en termes de transport. Quand je dis transport, c'est simplement en termes de transport en commun. Donc elles se trouvent en moyenne entre 40 à 1h15 du cœur de l'agglomération. Voilà. Donc c'est quand même un élément important pour leur développement, et pour leur développement, aujourd'hui, on le verra. Donc, oui, juste la slide suivante. Donc vous avez posé la question, effectivement, comment a-t-elle été pris en compte dans les différents schémas de planification. Et c'est très intéressant parce que on se rend compte que si on prend les premiers schémas de planification, notamment celui de 1960, le fameux PADOG, le plan d'aménagement d'organisation de la région parisienne, dans le PADOG, déjà, en fait, il y avait l'idée qu'il fallait s'appuyer précisément sur ces villes petites et moyennes pour développer, pour repenser le développement de la région Île-de-France. On est dans une période où il n'y a pas de politique de décentralisation de l'industrie, et on va s'appuyer très fortement sur ces petites villes pour leur développement. C'est important parce que finalement aujourd'hui on parle du développement de ces villes, mais elles doivent faire avec cet héritage. C'est un héritage important, notamment sur le point du bâti, parce que c'est au même moment qu'on a construit sur des espaces-là des grands ensembles que ces villes, finalement, dans le fond, prenez des villes comme Montereau, prenez des villes comme Étampes, elles se trouvent un peu fracturées en deux avec le centre historique, ce qui pose d'ailleurs des questions de développement. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui elles bénéficient, ces villes-là, du dispositif cœur de ville, développement de leur centre, et en même temps comment on fait vivre ces espaces qui ont été construits dans les années 60-70 et qui posent un certain nombre de problèmes d'un point de vue urbain. Bon, je ne développe pas là-dessus, mais c'est important parce que je dirais que dans ce plan de 1960, on dit oui, ces villes sont fondamentales et il faut s'appuyer sur elles pour le développement de la région francilienne. Très rapidement plus tard, dans le plan de 1965, le SDORP, le SDORP, en fait, il va partir sur une autre orientation. Pourquoi? Parce qu'initialement, et quand c'est très intéressant de se plonger dans ce document, en fait, on se rend compte qu'ils sont partis initialement sur l'idée qu'effectivement, on allait s'appuyer sur ces villes. Et c'est le schéma que vous voyez à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, dans le fond, s'inspirant là encore de modèles, ils ont été regardés du côté de Londres. Et quel est le développement de Londres? Londres, c'est l'idée que vous avez ce cœur d'agglomération, vous avez tout autour
la fameuse ceinture verte, la Green Belt, et plus loin, un ensemble de petites villes qui sont à 70-80 km de Londres, qui ont été considérées comme des villes nouvelles et sur lesquelles s'appuie le développement aussi de la dynamique londonienne. Et initialement, c'est là-dessus que sont partis les urbanistes en disant on va tenter la même chose en s'appuyant justement sur ces villes qui sont à 50-60 km du cœur de l'agglomération. Donc c'est Étampes, c'est Meaux, c'est Fontainebleau, c'est même Houdan sur lequel il s'est appuyé, et Rambouillet. Finalement, cette approche n'a pas été retenue. Alors c'est important parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, on a décidé de faire plus proches les fameuses villes nouvelles. On les fait beaucoup plus proches de Paris, alors pour différentes raisons. L'idée de rapprocher évidemment le logement de l'emploi, mais pas que. Et on est quand même dans une période, un État omniprésent, notamment sur la région francilienne, et qui réfléchit, c'est intéressant, pas seulement à une échelle qui serait une échelle régionale, mais à une échelle nationale. On est bien dans la mise en place des métropoles d'équilibre, réflexion. Or, développer aux franges de l'agglomération des territoires avec l'idée de villes de plus de 150 000, 200 000 habitants, c'était risqué de venir faire concurrence aux autres villes qui sont dans le bassin parisien et qui elles-mêmes sont dans les logiques de développement. Donc ces différentes raisons ont amené finalement au développement de ces fameuses villes nouvelles beaucoup plus proches de Paris. Et c'est important parce que finalement, depuis 30 ans, ces villes, l'ensemble de ces petites villes et moyennes ont vécu dans l'ombre de ces villes nouvelles qui, elles, ont connu un développement extrêmement important en termes de population, alors que ces villes petites et moyennes ont continué à évoluer, mais sur un rythme, j'allais dire, extrêmement lent, comparativement au reste, aux villes nouvelles, évidemment. Donc là, je passe pas, mais c'est intéressant, juste un point, dans le schéma de 1976, de voir le titre, on les voit apparaître, ces villes petites et moyennes, comme étant là des points d'appui au développement, des traits d'union finalement entre l'espace régional et les autres villes. Et le titre qui est indiqué en haut est assez révélateur, villes petites et moyennes de la périphérie. On est bien là-dessus, nous sommes sur les espaces périphériques. C'est conçu comme ça dans le terme du développement finalement de la région francilienne. Ces villes petites et moyennes sont à la périphérie du développement, je dirais le terme qui est aujourd'hui repris par un certain nombre d'élus locaux de ces territoires. On peut passer, donc juste pour la suite. Oui, en termes de développement, alors on a essayé d'analyser leur développement sur le long terme, en termes de population, elle n'est pas forcément hyper parlante cette carte, mais ce qui est très intéressant si on regarde le développement au cours des dernières années d'un point de vue démographique, qui est un indicateur parmi d'autres de la croissance, qu'un indicateur parmi d'autres, mais on constate un phénomène de renversement finalement. Depuis, on va dire, 30-40 ans, avec la mise en place du effectivement, développement du périurbain, avec des périodes très différentes selon les espaces. Dans l'ouest francilien, le périurbain a été beaucoup plus avancé d'un point de vue historique que dans l'est francilien. Mais on se rend compte qu'il y a une tendance inverse. Historiquement, elles ont une tendance donc, à avoir un développement relativement faible, ces villes petites et moyennes, d'un point de vue de la population, et depuis 10 ans, elles regagnent de la population. Et elles regagnent de la population beaucoup plus que les villes avoisinantes qui se trouvent aux alentours. Elles sont en train, par exemple, je prends une ville comme Montreux. Montreux, vous regardez les premières analyses sur les check-in cities, des articles dans les années 2004-2005, disaient Montreux, une ville en perte de vitesse, qui perd la population. Prenez aujourd'hui Montreux, elle est à plus 3% d'augmentation en termes de population. Vous avez la même dynamique sur un territoire comme Persan. Donc plusieurs villes aujourd'hui, la plupart de ces villes, pas toutes, mais gagnent très fortement en population, alors même qu'au même moment, les villes qui se trouvent aux alentours, qui gagnaient auparavant la population, n'en perdent pas, mais ont un développement beaucoup plus lent. Donc il y a un phénomène intéressant, une forme de renversement qui s'opère progressivement sur ces territoires et qui montre indiscutablement que ces villes, dans le fond, c'est un peu rapide, mais ne se portent pas si mal, ces villes petites et moyennes. Je pourrais l'expliquer à travers différents éléments, notamment en prenant une ville comme Houdan, qui est une ville un petit peu à part, avec un maire extrêmement dynamique, on pourrait y revenir, à la frontière véritablement de l'Île-de-France, mais qui est souvent présentée comme l'un des territoires où le taux de chômage est le plus bas. Voilà. C'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'emplois, mais... Voilà, alors quel rôle, je fais très vite, hein, mais du coup, quel rôle de ces espaces, de ces territoires périurbains, particulièrement de ces villes petites et moyennes? Un peu la réflexion qu'on a essayé de voir avec les différents élus rencontrés, se poser la question finalement comment elles peuvent se positionner dans l'espace et trouver une forme, je crois que c'est une des questions, alors je ne vais pas trop près, on est trop vite là-dessus, mais la question de est-ce qu'on est dans une approche concurrentielle dans les territoires ou est-ce qu'il faut réfléchir plutôt en termes de complémentarité?
Bon, nous, ce qu'on défend, c'est vrai, c'est plutôt une approche de l'idée de la complémentarité qu'il peut y avoir de ces territoires avec les autres territoires. Et quand je dis les autres territoires, je pense aux territoires du cœur d'agglomération. Donc la question de fond qui se pose aujourd'hui, c'est quelle place pour ces espaces-là et comment faire leur place, c'est-à-dire comment exister. Très intéressant de discuter. Les maires qu'on a rencontrés, 5 d'entre eux, il y a un terme qui est en permanence revenu, c'est exister. Exister dans cet espace francilien où presque, j'allais dire, physiquement il n'existe pas. Je prends cet exemple du maire de Montreux qui nous montrait une carte, il disait vous regardez les cartes, vous vous rendez compte, on n'est presque jamais sur les cartes. Elles s'arrêtent aux limites de l'agglomération, comme si on n'existait pas. Et pourtant on est bien là, on est tellement là que vous allez voir que le territoire comme Paris a besoin de nous, puisqu'il vient chercher notre eau ici. Et ce que vous pouvez être très intéressant, effectivement, ça montre quoi? Ça montre qu'effectivement, on a besoin de ces territoires et qu'il y a une forte interdépendance entre ces territoires et le cœur d'agglomération. On pourrait prendre plein d'exemples, mais la création du Grand Paris Express, construction du Grand Paris Express aujourd'hui, des tonnes et des tonnes de déchets, où sont-ils? Ils sont à 70% en Seine-et-Marne. C'est bien qu'on a besoin aussi de ces territoires. Alors toute la problématique est que, évidemment, à chaque fois qu'on parle de cette manière-là, vous voyez qu'on est dans une logique de territoire servant. Et c'est bien ça qu'ils veulent changer, c'est cette image qu'on n'est pas simplement des territoires servants, mais qu'on ait des territoires qui peuvent être complémentaires parce qu'on apporte autre chose. On a une autre plus-value, une autre richesse que les seules richesses économiques qui sont dans le cœur de l'agglomération. Donc voilà, j'arrêterai juste sur ces éléments-là. En tout cas, en termes de conclusion, donc si on avait en un mot à dire ce qu'il en est de ces villes petites et moyennes, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres espaces, et là encore les situations sont extrêmement variables, ces villes petites et moyennes du périurbain francilien ne vivent pas si mal. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais peut-être passer la parole aux 2 autres intervenantes pour que vous présentiez la nature de vos travaux, votre commune. Je vais vous présenter la commune de la Bossière-École. Donc c'est une petite commune du sud des Yvelines. On a vu tout à l'heure la carte, c'est à 17 km de Rambouillet. Donc petite commune, on va du plus grand au plus petit, hein, l'État, la région et les petites communes. Donc elle a une histoire particulière cette commune parce que elle est d'abord une commune rurale avec une vie classique. Et puis arrive à la fin du 19e siècle un monsieur qui s'appelle le commandant Herriot et qui est l'héritier des magasins du Louvre. Et il décide de s'installer donc sur notre commune et d'y créer une grande école qui avait pour but de donner de l'instruction aux enfants qui avaient perdu leurs parents, pupilles de la nation, etc. Et surtout des enfants petits, puisque c'était des enfants de primaire. Donc à partir de là, le village va se doter de cette école et du coup va grossir, puisque avec ces 300 enfants qui vivaient au quotidien, derrière une vie économique se met en place. Et puis petit à petit on voit un déclin de l'école Herriot, puisque ces internats primaires n'étaient plus à la mode entre guillemets, et donc petit à petit de moins en moins d'élèves, une cession de l'armée vers l'éducation nationale de cet établissement, et aujourd'hui nous sommes à une 40aine d'enfants, donc avec une vie certes encore importante pour la commune, mais qui est moindre par rapport à ce qu'elle était précédemment. Et parallèlement, donc au milieu du XXe siècle, on a un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Bongrain, qui est le patron de groupe Savencia, enfin qui était, puisque malheureusement il est décédé en juin dernier, et qui va installer à la Bossière-École une ferme expérimentale. J'ai l'habitude de dire que c'est sa danseuse, et avec lui il va faire venir l'ensemble des métiers du groupe, à savoir des chercheurs, un laboratoire de contrôle des fromages, etc. Donc ça fait une activité importante, puisqu'aujourd'hui on a un peu moins de 50 employés sur la ferme et 100 chercheurs qui viennent tous les jours à la Bossière-École pour travailler dans ce grand groupe. Donc on est dans une commune qui est à la fois foyer de ruraux, foyer
de gens de conditions modestes, ouvrières, je dirais, et puis ce que j'appellerais des urbains, des gens qui sont arrivés effectivement au fil des années de la métropole, je suis de cela, pour trouver une certaine quiétude et un autre mode de vie à proximité de Paris, puisque le bassin de vie, enfin le bassin de travail, c'était Paris, et donc on a une part de la population qui s'est faite comme ça. Donc ça veut dire qu'on est face à une population multiple, avec des aspirations qui elles aussi sont multiples. Donc nous, notre démarche par rapport à la centralité, c'est qu'aujourd'hui on a seulement des services, le service mairie, service crèche, micro-crèche, un service de centre de loisirs, une école primaire et un petit commerce. Et on s'est dit, il faut réfléchir, de toute manière il fallait le faire dans le cadre du passage de notre plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, à l'avenir de notre commune. Et alors contrairement à ce que vous disiez, nous on a eu plutôt une perte de population plutôt qu'un gain. Donc parallèlement à notre travail sur le plan local d'urbanisme, la communauté d'agglomération a mené un travail qui était très intéressant de prospective territoriale. Ça nous a donné, pour nous petites communes, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, financièrement ça a quand même un coût que de faire travailler des bureaux d'études spécialisés, l'agglomération a porté cette démarche-là. Et du coup, les élus, alors de notre côté, élus municipaux, on réfléchissait à ce que pouvait être à 30 ans notre village, mais on avait aussi une vision beaucoup plus large de se dire, à 30 ans, qu'est-ce que sera le bassin plus large de l'agglomération. Et la prospective territoriale, elle nous obligeait à réfléchir, ça c'est déjà intéressant, et elle nous donnait surtout un diagnostic. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'on a développé l'idée qu'il fallait qu'on réfléchisse sur notre territoire et de savoir ce qu'on en voulait, ce qu'on voulait en faire. À la réflexion, on avait deux choix. Ou on restait ce qu'on était, à savoir un territoire où il est bon, agréable de vivre, mais qui n'avait pas de dynamique particulière. On vivait sur nos acquis, avec un renouvellement assez faible des populations. Ou, et alors on appelait ça Seniorland, où on était sur une dynamique et une volonté d'avancer et d'avoir un renouvellement de nos populations. Donc ces deux données-là, la réflexion que nous avions en commune et la réflexion qui avait lieu en agglomération, nous a conduit effectivement à repenser notre centralité. La centralité actuellement, elle est sur deux pôles dans notre village. Il y a les services publics et il y a un commerce. Il fallait faire venir de nouveaux habitants, donc c'était aussi notre démarche, donc créer un pôle logement où on pouvait faire venir plutôt des primo-accédants, plutôt sur des petites typologies de logements, plutôt différents de ce que nous on vit, parce qu'au quotidien, à la Boissière, vous êtes sur des terrains de 1200, 2000 mètres carrés avec une maison. Et là, les exigences de l'État sont nettement inférieures et nous demandent d'être plutôt sur des typologies à 500 mètres carrés et des petits logements. Donc il faut qu'on travaille, et on est en train de travailler avec nos populations sur une révolution dans la typologie de logement qu'on va proposer et la centralité, c'est-à-dire créer une centralité autour de ces logements et créer quelque chose qui soit attractif et un moyen, mais c'est aussi une volonté, de les faire adhérer au projet. Quand vous dites à quelqu'un qui a un terrain de 1200 ou de 2500 mètres carrés, on va mettre à côté de vous 40 maisons, il faut aussi que lui, il en ait un avantage. Et on lui dit, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délocaliser notre commerce, vous offrir des facilités autour de celui-ci, concentrer les services publics sur cette centralité, et du coup,
alors qu'aujourd'hui vous êtes éloigné de ces services-là, vous allez vous trouver rapprochés. Donc c'est dans ce sens qu'on travaille, élus et habitants, pour faire adhérer nos habitants à ce changement de paradigme pour eux. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la commune? Sinon, on va passer la parole Oui, à je vais vous laisser. Merci. Moi, je vais juste profiter de ce temps de présentation pour donner quelques indications complémentaires sur ce qu'est le Commissariat général à l'égalité des territoires, parce que je pense que ça ne parle pas forcément à grand monde, et surtout son mode opératoire, parce que ça éclairera peut-être un petit peu par rapport au débat à suivre. Et donc à ce titre, donc, le Commissariat général à l'égalité des territoires, comme son nom ne l'indique pas, a en charge, il concourt à l'action de l'État en faveur de la cohésion des territoires. En tout cas, il n'indique pas encore dans son nom aujourd'hui, puisqu'on est à la veille d'un changement et qu'on va devenir une agence nationale de cohésion des territoires, à la faveur d'un rapprochement notamment avec les PARECA et l'agence du numérique. Donc c'est un service de l'État qui est effectivement placé sous l'autorité du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et effectivement, donc, égalité, cohésion, voilà, on se situe dans une évolution de paradigme aussi à notre niveau, avec dans les institutions qui ont constitué le CGET, donc la DATAR, le commissariat à la ville et l'accès. Déjà voilà, une vision de l'aménagement et de la politique de la ville qui a évolué à la faveur de ce changement et qui évolue encore, comme j'essaie de le dire, à travers la notion de cohésion. Et donc des enjeux qui sont liés à l'accès à l'emploi, aux soins, aux services, vous l'évoquiez, c'est des éléments qui sont importants. Le déploiement du numérique, voilà, donc ça situe un petit peu les champs d'intervention. Sur les modes opératoires, en revanche, pour préciser, donc, moi je suis plus spécifiquement chargée de prospective donc, au sein de la direction des stratégies des territoires, donc on est plutôt dans un travail en amont de l'élaboration des politiques publiques pour définir les grands enjeux et aussi les territoires qui sont peut-être plus sensibles et pour lesquels on doit peut-être penser une intervention plus spécifique. Donc des travaux à travers essentiellement des notes stratégiques, des notes de recherche, et donc notamment, vous l'avez mentionné, plus spécifiquement récemment, sur les petites centralités, mais aussi donc, sur la notion de cohésion, donc on a produit notamment un baromètre sur la cohésion des territoires. La particularité, c'est du coup qu'on est à une très grande échelle, et que de ce point de vue-là, effectivement, étant donné qu'on a pour vocation d'intervenir surtout sur les territoires qui rencontrent le plus de fragilité, nécessairement, il se trouve que sur la région Île-de-France, et d'autant plus parce qu'il n'y a pas... on intervient aussi sur les territoires où il y a moins d'ingénierie, et de ce point de vue-là, la région est très bien dotée, donc c'est vrai qu'on observe peut-être moins spécifiquement ce périmètre. Voilà, c'était des éléments que je voulais préciser. Merci, on m'entend? Oui, par contre, si peut-être, pour rebondir donc, par rapport à petite centralité, l'enjeu était effectivement de pouvoir croiser les différentes approches qui peuvent exister et sortir aussi des représentations qui peuvent se limiter à une approche purement par le nombre, intégrer des logiques plus de territoire vécu, et donc effectivement la centralité elle peut parfois être beaucoup plus petite que les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, mais par rapport au rayonnement qu'elle va avoir sur son territoire, elle a un rôle qui est peut-être équivalent à celui d'une commune plus grande dans un autre périmètre. Donc ça effectivement, le territoire francilien est spécifique, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc c'était une petite centralité pour pas être justement sur cette hiérarchie juste petite ville d'un certain nombre d'habitants, mais plus sur le rôle qu'elle joue. Merci beaucoup. Justement, notre introduction tout à l'heure, elle a souligné la difficile catégorisation des villes. Or, dans le même temps, la construction des politiques publiques à l'échelle nationale se base souvent sur des catégories qui sont statistiques. On a vu qu'elles étaient en débat au sein de la communauté scientifique. Et c'était ce volet qu'on voulait d'abord développer avec vous dans un premier temps.
en abordant donc l'épineuse question de la catégorisation et de la représentation en politique, de sorte à accompagner l'émergence de ces nouvelles centralités. Et on voulait commencer d'abord par une observation qui est celle du géographe Daniel Béard, qui reproche que les politiques soient aujourd'hui fondées sur de grandes catégories massives, justement du type métropole, rural, etc. Et cela se retrouve notamment dans la politique de revitalisation des centres-bourgs qu'il critique avec virulence. Il nous rappelle notamment le fait que nous n'avons pas la même situation sur tous les territoires, ce qui pose la question de l'adaptation au contexte et la nécessité aussi d'avoir des solutions qui sont territorialisées, faites sur mesure. Pourtant, en parallèle, donc, on a des politiques publiques qui sont de plus en plus soumises à des temporalités courtes, qui ne permettent pas forcément une analyse au cas par cas de chacun de ces contextes. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de savoir déjà si vous partagez donc, cette observation de Daniel Béard, et si oui, dans quelle mesure on pourrait intervenir du coup politiquement. Là, ça ne concerne pas donc, ça, uniquement donc, les petites centralités, etc. Là, c'est toutes les catégories, sans tomber dans le piège justement de ces catégories qui sont un peu massives. C'est là qui doit répondre. Donc effectivement, c'est toujours compliqué mais je pense qu'il faut distinguer d'une part les catégories telles qu'on peut les construire pour penser, pour démontrer des grandes dynamiques et réfléchir aux grands enjeux qui soient, alors, par exemple, comme on le fait à l'échelle à laquelle on intervient, les territoires de projet, les territoires de vie, tout ça, c'est des choses bien distinctes. Pour autant, en tout cas en phase amont, on est nécessairement obligé de poser des catégories de pensée avec toutes les limites que ça peut avoir. Ça permet aussi de voir sur un temps long des évolutions, les choses en dynamique. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ignore complètement les spécificités et les particularités qu'il a par ailleurs. Simplement, ça permet, encore une fois, de déterminer des grands enjeux et peut-être, pour ce qui nous concerne, des territoires où il va y avoir un besoin et des choses à mettre en place. Sur ces catégories, on voit que dans la manière dont on construit les choses en France, il y a vraiment une vision très hiérarchisée. Donc on parlait des métropoles, en allant jusqu'aux plus petits hameaux ou petites centralités, l'échelle au-dessus. Donc voilà, c'est une vision qu'on a, et on a une politique d'aménagement du territoire qui a été longtemps menée pour asseoir un maillage territorial dense, qui fait que, effectivement, contrairement à d'autres pays, on retrouve un petit peu partout sur le territoire des services et des équipements qui font la vie quotidienne des Français. Et puis, à côté de ça, on a des imaginaires qui sont associés à ces espaces, au-delà des représentations, au-delà des catégories, et qui font que finalement on ne se pense pas tellement en termes de petites villes, moyennes villes ou métropoles, mais plutôt on peut se revendiquer plutôt rural ou périurbain. Il y a un imaginaire qui fait qu'on projette et qu'on ne se sent pas forcément une ville petite du fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, de son rayonnement, du rôle qu'on peut jouer sur son territoire. Ce que je voulais peut-être préciser par rapport aux catégories aussi, c'est que pour nous, ça a un enjeu aussi un peu politique, puisque au-delà de la structuration du paysage français, donc avec cette hiérarchie, on voit aussi qu'au niveau des représentations institutionnelles, on a une organisation autour d'associations d'élus par échelle. Donc effectivement, on va avoir les départements, les régions, des associations d'élus qui sont assez structurantes. Pour nous, ce sont des interlocuteurs. Donc, nos interlocuteurs privilégiés, ce sont plutôt les services déconcentrés qui sont des préfets et des services généraux d'aménagement, donc les SGAR. Mais voilà, il n'empêche que dans l'élaboration des politiques publiques, on travaille aussi avec ces associations d'élus, et donc c'est aussi un mode de catégorisation qui est important à avoir en tête dans l'élaboration des politiques publiques.
pour les communes, en tout cas pour les élus des communes, c'est vrai que c'est un vrai écueil. Parce que d'une commune à l'autre, effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes populations, sur les mêmes objectifs. Enfin, comparer une petite commune d'Île-de-France avec une petite commune de la Creuse, ça n'a rien à voir. En même temps, du coup, comme on appartient à l'Île-de-France, et c'est la difficulté, vous l'avez souligné, on se sent délaissé parce qu'en fait, on ne coche pas les cases. C'est-à-dire qu'on est dans pas dans la métropole, mais autour de Paris, et donc du coup, beaucoup de choses sont faites sur les territoires au plus près de Paris, assez peu sur nos territoires que je considérerais moi quand même comme ruraux. Et pourquoi? C'est pas qu'il y a une volonté de l'État, à mon avis, de délaisser ces territoires-là, mais il y a des schémas de politique générale qui ne sont pas pensés pour des petites communes comme les nôtres. Et à partir de là, comme on ne coche pas les cases, on ne va pas être moteur ou dynamique à la mise en place de politiques qui sont pensées à plus grande échelle. Enfin, moi, ça, c'est mon analyse. Et je le vois même avec la région Île-de-France, qui a beaucoup de mal à nous faire adhérer à ces dispositifs, parce que les dispositifs financiers qui sont proposés, ils ne correspondent pas à ce que nous, on vit au quotidien. Une préfecture comme une sous-préfecture va plus se concentrer sur les gros bassins de vie ou sur les populations importantes que sur les petits territoires. 750 personnes, ça va moins intéresser que 25 000 à Rambouillet. Et c'est pour ça que même un dispositif comme Cœur de Ville, nous, on n'a même pas eu idée de se dire on pouvait y adhérer. C'est pas possible. On ne rentre pas dans les cases. Et déjà, on dit Cœur de Ville, et là, on est des villages. Donc on se dit, bah, c'est pas pour nous. Voilà. Donc c'est vrai que le fait de catégoriser nos villes à l'ensemble, à l'échelle nationale, est une problématique pour ceux qui sont en marge, en fait. Et je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus. Alors après, il y a la notion d'appel à projet, etc., qui peut être peut-être plus intéressant, mais qui est peut-être moins structurant au niveau national. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille effectivement pour trouver des solutions pour faire adhérer ces territoires délaissés à des politiques d'aménagement plus larges et plus ouvertes. Parce que je prends l'exemple de ma commune. Le fait qu'on soit à 20 minutes du moindre commerce fait que très vite, on va avoir des gens qui vont délaisser nos communes. Et pourquoi on recrée une centralité avec comme point principal ce commerce? C'est parce qu'on sait que si on leur donne cette possibilité de ne pas faire 1 heure de trajet pour aller chercher du pain, on va les garder. C'est aussi simple que ça. Donc penser les centralités sur des services, mais aussi sur un maintien dans les campagnes, je pense que c'est très important. Je rebondis sur ce que vous avez dit justement, puisque vous disiez on n'a pas eu l'idée de candidater par exemple pour Action Cœur de Ville, puisque vous vous considérez comme un village. Comment vous vous considérez justement en tant que commune? Est-ce que vous... Alors, nous c'est une commune rurale. Pour moi, on est une commune rurale, mais qui est habitée par des urbains. Donc, les habitants ont des exigences de personnes qui vivent en ville, mais on ne peut pas leur offrir ces services-là, puisque nous, on n'a pas les moyens d'une grande ville. Voilà. Donc, et comment catégoriser, je ne saurais pas dire. C'est une commune rurale, village rural. Parce que justement, la commune La Boissière-École, donc c'est 750 habitants, c'est ça? Par exemple, au CGET, au Institut Paris Région, ce serait quelle catégorie? Plus de 500.
c'est même pas vraiment les... Ça dépend des positions, comme vous avez dit. Là encore, on rentre sur... Enfin, le débat que vous évoquiez est tout à fait juste sur la question de la catégorisation. Le problème de la catégorisation, c'est que pour construire des politiques publiques, et vous le disiez bien, on a besoin de catégories. Donc pour gouverner, on a besoin de catégories. Et de fait, alors on peut suggérer, comme le dit Daniel Béard, qu'on aille vers plus de différentialisme. Ça peut être une approche. De fait, on a du différentialisme aujourd'hui, et de plus en plus. Ne serait-ce que du différentialisme institutionnel. On pourra y revenir. Ça renvoie à la question, notre construction institutionnelle a été faite de telle sorte qu'aujourd'hui, historiquement, une commune urbaine, une commune rurale, finalement, dans le fond, elles ont les mêmes compétences. L'élu a les mêmes compétences. On part là-dessus, quand même, sur un principe, sur un mythe de l'uniformité. Notre système il est construit sur ce mythe de l'uniformité, alors même qu'on sait très bien, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas avec les lois de décentralisation, mais que depuis longtemps, il y a quand même une forme d'adaptation des règles nationales au local. De plus en plus avec les différentes lois de décentralisation, et sans doute avec les dernières, et c'est vrai que la notion du différentialisme est peut-être, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, une opportunité d'essayer d'aller au plus proche des problématiques des différents territoires, de l'ensemble de territoires, et tenter de sortir des catégories, même si on en a besoin. Pour ça, c'est vrai que l'État de plus en plus développe des politiques qu'on peut appeler des politiques constitutives, où il définit simplement un cadre et il va laisser aux acteurs locaux le soin de tenter de rentrer dans ce cadre, mais il faut bien quand même définir un cadre pour pouvoir y mettre en face j'allais dire, des financements afférents. C'est la problématique pour l'État, c'est la problématique pour la région. C'est pour ça qu'on évoquait la question des catégories et on essaye de retravailler de manière plus fine, là encore, les catégories de ce qu'est le rural pour faire en sorte que l'ensemble des communes en bénéficient. C'est pour ça que le découpage que vous avez montré, ce n'est pas forcément celui que retient la région. On travaille avec la région pour aller vers un découpage différent en prenant d'autres indicateurs qui nous permettent de faire entrer justement un certain nombre de communes dans les catégories de financement de la région Île-de-France. Voilà, donc c'est là où on voit toute la difficulté. Et alors vous disiez les appels à projets, et encore on va se retrouver face à une inégalité. C'est quoi l'inégalité? C'est l'inégalité de l'ingénierie. Parce que vous, le problème, c'est que les petites communes, vous allez avoir peu d'ingénierie, que certes il y a une intercommunalité, mais c'est peut-être une intercommunalité récente qui n'a pas forcément les moyens. Donc en fait, qui vont bénéficier véritablement de ces dispositifs? Ce sont les communes qui ont les moyens de se doter d'une véritable ingénierie. Alors vous dites qu'il y a beaucoup d'ingénierie en Île-de-France, je suis d'accord, mais sur vos territoires, il y en a peu. Quand je pense notamment aux questions en termes d'aménagement, enfin, peut-être vous êtes soutenu, c'est vrai, dans les Yvelines, grâce, il y a Citabios, il y a ingénierie, etc. Mais vous allez en Seine-et-Marne, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez affaire à des territoires, il y a une SEM, il y a la SEM et l'aménagement 117, mais elle dit bien, moi je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Et en fait, vous avez un véritable manque, un déficit en termes d'ingénierie. Donc pour les petites communes, quand vous faites des appels à projets, c'est aussi compliqué. Et l'État n'a pas les moyens, n'a plus les moyens aujourd'hui de venir en appui aux collectivités territoriales pour les aider à monter un certain nombre de projets. Je vais abonder en ce sens et peut-être compléter, puisqu'il se trouve que j'ai été amenée à coordonner la politique de revitalisation des centres-bourgs pendant quelques temps. Donc je connais quand même bien le dispositif, même si je n'ai pas été à l'origine en présence au moment de sa mise en place. Et donc peut-être que ça permettra d'éclairer sur ce que j'évoquais tout à l'heure dans la mise en œuvre. Il faut avoir en tête qu'effectivement les moyens de l'État aujourd'hui sont surtout ceux d'identifier les enjeux, je l'ai dit, de définir des politiques publiques et surtout finalement de coordonner les acteurs pour aller répondre au mieux à ces enjeux. Donc ça veut dire pour une intervention sur la revitalisation des centres-bourgs, coordonner aussi bien les opérateurs qui interviennent sur l'habitat, ceux qui interviennent sur le commerce, sur des enjeux de mobilité. Donc voilà, et comment faire à notre niveau qu'à minima déjà chaque ministère s'implique et peut-être abonde financièrement ou en moyens d'ingénierie ou en mettant en avant des dispositifs qui préexistent, de faire en sorte qu'il y ait une mise en visibilité et en cohérence de l'ensemble pour agir en faveur de revitalisation, puisque c'est le sujet qu'on évoquait. Donc c'est d'abord une volonté de coordonner. Ensuite, ça donne une impulsion et on a vu que la politique a été reprise et adaptée par certains territoires, certaines régions se sont impliquées, ont proposé des dispositifs et ça a décliné jusque au plus près des collectivités.
l'autre chose, c'est que, effectivement, pour l'appel à manifestation d'intérêt, puisque c'était le cas Centre-Bourg, il y a eu effectivement un recours à un appel à projet. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas du tout les mêmes niveaux de dossiers, que de fait, il y avait un enjeu aussi à ce qu'il y ait des résultats assez rapidement. Donc, les choix se sont faits sur des critères de dossiers plus finalisés, avec des opérateurs déjà présents qui vont pouvoir très rapidement mettre en œuvre les choses. Donc, voilà. Je pense que pour aller plus loin, il aurait fallu proposer que peut-être certains projets qui n'étaient pas suffisamment mûrs soient accompagnés pour aller plus loin. Bon, c'est pas le choix qui avait été fait à l'époque, donc ça fait partie des recommandations qu'on a fait de dire on a pu, à travers, puisqu'il y a eu 300 candidatures, au final 54 lauréats, dans ces 300 candidatures, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition et de projets, et que les élus, voilà, ils sont porteurs de plein de choses, mais c'est pas forcément présenté de manière à ce que ça soit opérationnalisable rapidement. Et donc, de ce point de vue, ça sort pas des cibles, mais des personnes retenues dans les appels à projets. Donc moi, je suis assez critique vis-à-vis de la démarche. Ce qu'on a constaté aussi, donc c'est intéressant la question des représentations, c'est qu'il pouvait y avoir, à défaut par contre, en comparaison par rapport à Cœur de Ville, qui là pour le coup était vraiment orienté ville moyenne, effectivement, pour les villes plus grandes. Pour petite centralité, l'objectif c'était vraiment les villes de moins de 10 000 habitants, et il y avait 2 cibles. Ça, je crois que c'est passé un petit peu au moment où le dispositif a été mis en place, ça n'a pas forcément été perçu, mais c'était sans doute lié au nom du dispositif, puisque revitalisation des centres-bourgs, c'est que l'enjeu n'était pas seulement de revitaliser des bourgs qui seraient en déprise, mais aussi d'accompagner des bourgs plutôt périurbains, ou en tout cas des petites communes qui se retrouvaient dans l'ère d'influence d'une grande commune et qui du coup attiraient beaucoup plus de personnes et donc avaient des besoins plus importants en logement, en services. Et donc là, c'était pas de la revitalisation, mais plutôt de la structuration ou une aide au développement pour répondre à ces besoins et pour ces nouveaux habitants et donc de ce point de vue-là accompagner l'émergence ou asseoir certaines nouvelles centralités. Et de ce point de vue-là, l'Île-de-France, enfin des communes en Île-de-France auraient pu être candidates. Finalement, il n'y en a qu'une qui a été retenue parce qu'on n'a quasiment pas eu de candidats. Et là-dessus, donc je parlais de représentation, c'est qu'on a bien vu que parce que terme Centre-Bourg, en Île-de-France, beaucoup ne se sont pas considérés comme étant la cible. Parce que, en revenant sur les catégories, c'est vrai que voilà, on a une vision métropole, territoire plutôt périurbain, et puis voilà, pourtant, une grande majorité des espaces sont aussi des territoires ruraux. Voilà, donc toute la difficulté dont nous on a bien conscience d'avoir un intitulé parce qu'il en faut bien, et puis voilà comment ça bloque, et puis surtout la limite de l'ingénierie. Et donc pour nous c'est un enjeu qui est très important, c'est de voir comment on aide à structurer. Sauf que comme je l'évoquais tout à l'heure, on est à une échelle très vaste et que nous on va avoir aussi les territoires par exemple d'outre-mer qui sont eux aussi avec des spécificités et des problèmes d'ingénierie qui sont conséquents. Voilà. Et donc dans tout ça c'est alors pas une invisibilité au regard de l'État, mais une hiérarchie dans les interventions, d'où le biais de rester sur des grandes intentions qui peuvent être appropriées. Donc voilà, pourquoi revitalisation, pourquoi politique des ville, pourquoi territoire industriel. Voilà, c'est des grands enjeux ou des grandes. Voilà, on est aussi sur les notions de grande transition, qu'elles soient démographiques, notamment. On travaille beaucoup sur les questions de vieillissement. Voilà, c'est des choses qui parlent davantage finalement que les catégories. Peut-être, c'est des enjeux qui touchent la dévitalisation. Elle n'est pas plus le fait de petites villes que de villes moyennes ou parfois même de villes plus grandes. Voilà, c'est de grands enjeux et donc c'est à chacun après de s'approprier. Et donc peut-être voilà, c'est cette logique d'impulsion et après de comment on peut s'inscrire. Je comprends qu'après par contre quand on n'a pas forcément ni la vision d'ensemble, ni les outils, ni l'ingénierie pour pouvoir s'amarrer à tout ça, on puisse se sentir bien dépourvu. Voilà.
Merci, et d'autant plus dépourvu en fait, puisque notre sujet c'est le périurbain, et ce qu'on a pu noter c'était que justement en termes d'association d'élus, il n'y avait pas d'association d'élus pour le périurbain précisément, ou même par exemple pour l'APVF, l'Association des petites villes de France, ça en compte qu'une centaine d'élus, on imagine sans mal qu'il y a plus que 100 élus, enfin plus que 100 petites villes je veux dire à l'échelle nationale. Et cette absence de représentation, ça nous interrogeait. Aussi, ça continue peut-être de favoriser des territoires qui sont déjà fortement dynamiques. En témoigne le pacte métropole qui est mis en place par l'État et qui vise à ce que, je cite, chaque métropole s'engage à contribuer à renforcer les coopérations avec les territoires environnants. Et la question qu'on souhaitait vous poser à cet égard, c'était est-ce que vous ne penserez pas qu'il serait nécessaire de re-questionner justement cette représentation politique, peut-être aussi du périurbain, peut-être parce qu'il n'y a pas d'association d'élus à ce jour, donc c'est double peine peut-être. C'est une question d'élus, ça. Alors, moi, je pense qu'en fait, vous n'avez pas la notion de ce qu'est un élu d'un village ou d'une petite commune. À la différence d'élus des villes, les élus des villes vont avoir un staff derrière eux, directeur général des services, et un certain nombre de services avec des techniciens, des ingénieurs. C'est extrêmement structuré. Je prends l'exemple de ma commune qui représente sur les 36 communes de la communauté d'Aglo, on doit être 30 dans le même cas. C'est des services à la personne par rapport aux écoles, puisque les compétences des communes, c'est les écoles élémentaires. Donc on a ces personnes-là, donc ATSEM et personnel d'animation, garderie, etc. Et après, vous avez un, voire deux cantonniers, donc ça c'est les services techniques de la ville. Et puis vous avez après une, voire deux secrétaires de mairie qui doivent gérer état civil, cantine, restauration scolaire, etc. Donc on n'a pas les élus d'appui, même direct, pour pouvoir gérer au quotidien nos communes. Les élus ne mettent pas la main à la pâte, rien ne sort et rien n'avance en termes de prospective ou de projet. Ça veut dire que de ce fait, on est extrêmement occupé. Pour moi, je ne travaille pas, et heureusement, j'ai la commune, la vice-présidence de la communauté d'Aglo. Je travaille certains jours de 8h à 23h le soir. Et quand on me demande d'aller effectivement représenter mes collègues au sein de nouvelles instances, enfin, c'est plus possible. Il y a un moment où la charge de travail, elle est telle que si je prends ça en plus, je ne peux pas faire mon boulot au sein de ma commune. Donc il y a cette notion-là qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça, à mon sens, qu'on a peu d'élus dans ces... Parce qu'elles existent, hein, l'AMF, effectivement, les associations de petits villages, il y a des associations spécialisées dans tout ce qui est scolaire, des associations spécialisées dans tout ce qui est sécurité, à destination effectivement des petites communes, mais matériellement, on n'a pas le temps d'adhérer et de s'engager en plus sur ce type de sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas, même au niveau de l'État, à recueillir quelles sont véritablement nos attentes. C'est pas facile, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Il y a une vraie crise à ce niveau-là. Ça pose aussi la question de vos liens avec d'autres élus. Parce que, évidemment, qu'il y a le maire, mais il y a aussi le conseiller général, qui joue un rôle fondamental en tant que relais pour vous. Dans plus ou moins des cas, ça dépend des territoires, mais au moins, sur certains territoires, on sait que le conseiller départemental peut jouer ce rôle de relais, ce qui n'est pas le cas, ça pose une autre question, d'un autre élu qui sera le conseiller régional. Et là, ça pose la question de la voie d'accès, justement, à une institution comme l'institution régionale, qui est là pourtant
pour aussi assurer ce rôle précisément d'articulation, de péréquation entre les différents territoires, parce que précisément vous n'avez pas le temps. Effectivement, vous faites à la fois le rôle du secrétaire général, le rôle du DGS dans la commune, il faut être spécialisé sur tous les domaines d'action publique, donc c'est compliqué. Donc là on voit bien qu'il y a besoin d'un relais politique, et notre forme d'organisation aujourd'hui pose question, parce qu'elle permet bien d'aller jusqu'au conseil départemental, mais en revanche, cette voie d'accès au conseil régional, aujourd'hui, n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est un vrai souci en termes d'organisation. Ça renvoie à ce qui va jouer demain, puisqu'on parle d'un nouvel acte de décentralisation. Est-ce que l'idée d'un conseiller territorial, tel qu'il avait été évoqué il y a quelques années, reviendra sur la table? C'est aussi un moyen de faire représenter ces territoires périurbains. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des grands élus parfois qui peuvent jouer ce rôle. Ça dépend des territoires. Vous êtes sur un territoire, voilà, vous avez des grands élus, mais si on regarde l'Île-de-France, c'est quand même intéressant de voir que l'Île-de-France est maillée par des grands élus de territoires qu'on dit périurbains ruraux. Provins, vous avez quelqu'un comme M. Jacob, M. Larchet était l'ancien maire de Rambouillet, à Meaux, vous aviez Jean-François Copé, tout ça pour dire que vous avez des représentants qui aussi représentent vos intérêts à l'échelle de l'Assemblée parlementaire, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et c'est pas pour rien qu'on a vu ressortir, et M. Larchet a eu un rôle important ces derniers temps, notamment pour représenter les territoires, et lorsqu'il parle des territoires, il parle aussi aux territoires ruraux. Donc vous évoquez la question des actions d'élus, effectivement, ils ne peuvent pas s'impliquer directement, mais vous avez quand même des grands représentants qui jouent et qui ont cette casquette-là. Et ça, c'est un élément qui est important à prendre en considération, et qui est assez spécifique, notamment à l'Île-de-France, quand vous regardez les différents territoires. Aujourd'hui, vous avez encore un ministre, M. Rister, qui est quand même maire de Coulommiers, une petite commune aussi. Bon, voilà, tout ça permet de faire pénétrer aussi, à l'intérieur même de la sphère étatique, les enjeux de ces territoires. Vous souhaitez rebondir, peut-être Marie Voisin, sur cette question? Peut-être qu'aussi l'une des difficultés tient au fait qu'aujourd'hui, il y a une interpénétration, enfin des interdépendances très très fortes entre les territoires, et que c'est difficile de rester à une appréhension au niveau communal, tout simplement, ne serait-ce parce que les habitants ils vivent dans une ville, mais ils travaillent ailleurs, et leurs enfants sont peut-être scolarisés encore dans une autre commune. C'est vrai que voilà, les réflexions elles sont plutôt portées alors, sur les bassins de vie, ou plus largement, que les incitations sont de plus en plus sur les logiques de réciprocité, de coopération, de solidarité aussi dans les territoires. Et je pense que c'est un petit peu les intentions aussi qui ressortent à travers les travaux sur la petite centralité, c'est ces logiques. On ne peut pas effectivement aujourd'hui continuer à penser qu'il peut y avoir tout partout, et j'aime à penser que des personnes qui sont venues s'installer, et vous-même que vous êtes allés vous installer dans votre commune, c'était pas pour retrouver la grande ville, c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses qui en valaient la peine, et c'était un choix de vie. Donc on est dans ces paradoxes où il faut jouer entre les modes de vie qui évoluent, les attentes des habitants, et puis une constitution qui prend peut-être difficilement compte de ces échelles qui sont mouvantes. De ce point de vue-là, c'est vrai que, donc, je ne sais plus à quel moment l'a évoqué, mais par rapport à l'idée de frange ou de lisière, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à aborder, nous en tout cas au niveau de l'État, les choses avec des échelles très administratives et institutionnelles, donc le département, la région, et finalement il y a plein d'espaces de frottement, alors c'est intéressant parce que finalement quand même sur la politique de revitalisation des petites centralités, on a vu après coup que beaucoup de ces communes étaient plutôt situées à la lisière, c'est peut-être pas la notion la plus appropriée, mais en tout cas à la limite des départements. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, typiquement, elle rayonne au-delà de l'échelle départementale, et cette commune, elle fait sens pas seulement donc pour son département, mais de l'autre côté. Et donc c'est structurant. Et donc tant qu'on n'arrive pas aussi à dépasser ces logiques très centrées sur son seul périmètre, je pense qu'on ne pourra pas vraiment avancer ensemble. Et donc c'est un des enjeux derrière cette notion de cohésion.
d'accord avec vous, je crois que ça rebondit sur votre deuxième partie. À mon sens, il faut raisonner en bassin de vie. Bassin de vie, ça va au-delà des départements et ça peut même aller au-delà des régions. Nous, en tout cas, la Boissière est dans cette situation-là. Je prends un exemple très concret. En termes de transport, on a une ligne qui part de l'Eure-et-Loir pour rejoindre la gare de Rambouillet. Il a été question de fermer cette ligne parce que l'Eure-et-Loir ne voulait plus son financement. Il y avait trop peu de gens qui arrivaient d'Eure-et-Loir pour aller sur Rambouillet. Sauf qu'en fait, cette ligne, elle est structurante au niveau du bassin de vie et elle fait que notre main-d'œuvre locale, comme les prix des loyers sont quand même très élevés sur les Yvelines, elle arrivait d'Eure-et-Loir. Et fermer cette ligne, c'était dramatique pour les Yvelines. Alors certes, ça ne faisait pas la totalité des gens d'Eure-et-Loir qui venaient vers nos territoires, mais c'était quand même une grande partie. Et donc, quand on raisonne en bassin de vie, on arrive à le faire, et on a réussi à le faire avec le STIF à l'époque, Île-de-France Mobilité aujourd'hui, on arrive à raisonner sur quelque chose de concret et quelque chose qui n'appartient pas à une catégorie. Mais c'est vrai qu'il faut batailler. Et c'est là que c'est difficile pour nous. Et quant à la réflexion, je pense que la communauté d'agglo, alors on a été quand même très bousculés nous, au niveau de nos communes, avec les différents passages, communauté de communes, communauté d'agglomération. Cette restructuration-là, elle a été dramatique pour nous, parce qu'on commençait à travailler sur un sujet que déjà on avait une autre forme, c'était des territoires à géométrie variable. On ne peut pas penser une politique sur des territoires qui sont sans cesse en mouvement. Dès qu'on intégrait d'autres communes, elle nous disait, et à juste titre, vous ne prenez pas en compte nos problématiques. Oui, mais on ne les connaissait pas, vos problématiques, il y a 2 ans. Là, vous arrivez et vous souhaiteriez que tout soit pris en compte. Et ce sentiment de délaissement que laissent à entendre les communes, les maires des communes rurales, c'est aussi lié à ça. Une fois qu'on va avoir assis nos territoires et qu'on aura décidé une fois pour toutes qu'on ne les bouge pas, et il faut l'espérer, même si j'ai encore beaucoup de doutes, on pourra réfléchir, on pourra raisonner et on pourra travailler. Moi, je trouve qu'on a perdu énormément de temps à être sans arrêt, à nous faire changer les règles. Pour travailler, c'est pas possible. Tous autour de moi, je suis sûre que si on vous change demain les règles de travail, comment vous voulez avancer? Et là, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé à avoir des règles tellement à géométrie variable qu'on ne pouvait plus travailler. Là, j'espère qu'il va y avoir une certaine stabilité sur ces règles-là au niveau des territoires pour nous permettre de travailler. Et aussi une clarification au niveau des compétences, parce que comme vous le disiez, certes, on va faire appel à notre conseiller départemental, on va faire appel à notre conseiller régional, mais ce qu'il nous dit, ah oui, mais ce n'est pas de ma compétence. Parce que la compétence communale, s'occuper de l'école élémentaire, ça ne relève pas de la compétence du département qui lui s'occupe des collèges ou de la région qui s'occupe des lycées. Donc, on peut l'entendre qu'effectivement, nos élus à des niveaux au-dessus se disent ben non, on n'a pas cette compétence-là, donc dans ce sens, on ne peut pas vous aider. Et j'atténue parce que c'est vrai qu'on a des sénateurs et des députés dont c'est, à mon sens, le travail que de récolter et d'analyser ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir porter à l'État un certain nombre de pistes d'amélioration, et qu'on a la chance sur les Yvelines d'avoir des gens qui sont dans cette démarche-là. Vous souhaitez rebondir sur oui, donc on va en profiter pour vous poser une dernière question sur cet axe qui fera la transition avec le deuxième. Dans son livre La revanche des villages, paru cette année, Éric Charles relate comment la périurbanisation a complètement transformé le rapport à l'espace emblématique de la campagne qu'est le village.
Parmi les changements les plus marquants, il cite le passage d'une communauté politique, où des gens qui ont choisi de vivre ensemble s'interrogent sur ce qu'ils ont en commun, au club résidentiel, où au contraire des gens qui ont choisi de vivre ensemble sont unis derrière la défense de leur cadre de vie. Selon lui, cela conduit les communes à orienter leur politique vers une préservation du cadre bâti et une maîtrise du peuplement, conformément aux attentes des résidents, c'est assez légitime. Or, cette attente locale est parfois contradictoire avec les enjeux de densification et d'augmentation de la densité humaine qui sont portés à l'échelle de la région, puisque le SDRIF impose une densification une densité humaine de l'ordre de 10%, je crois. Donc on voulait savoir comment, en tant qu'élu, vous parvenez à concilier ces requêtes contradictoires, et puis en tant que chercheur et membre du CGET, comment vous parvenez à intégrer ce double enjeu de limitation de l'étalement urbain et de préservation du cadre de vie des habitants dans vos travaux. Moi, je pense que cette question, elle est à la jeunesse du monde, en fait. Vous avez des gens qui sont établis sur un territoire, on va changer leur territoire par l'apport de nouveaux habitants ou de nouvelles constructions, et il faut faire en sorte qu'ils arrivent à vivre ensemble. Alors, il faut arriver à trouver, en tant qu'élu, ce que je vous disais tout à l'heure, un équilibre entre ne pas complètement bouleverser ce que vivent les gens qui sont installés et accueillir au mieux les nouveaux arrivants dans le respect des politiques définies par l'État. Donc il faut que ce soit, alors j'aime pas ce mot-là parce que c'est du gagnant-gagnant, il n'y a pas ce côté économique, mais en tout cas que chacun y trouve un bien-être et y trouve une raison de se dire, de s'approprier le projet et de se dire c'est un bon projet et ce projet-là il va pouvoir me permettre demain de mieux vivre mon village ou d'accéder à du bien-être. Ça c'est important. Après c'est pour ça que par exemple la densification, sur la Boissière on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix effectivement de créer un nouveau quartier. Et ce nouveau quartier, il va avoir sa dynamique propre. C'est à chaque fois comme ça, effectivement, qu'on a procédé, parce que c'est des gens qui arrivent ensemble au même moment, et donc du coup, qui vont avoir des aspirations communes. Et pour ceux qui sont déjà présents, là, en l'occurrence, on va leur offrir une proximité au commerce et une proximité à tout ce qui est service public, qui ne peut être que gagnant pour eux. Après, c'est à nous d'inventer des moyens de les faire adhérer à ce nouveau projet. Alors, on ne les invente pas, mais on cherche par exemple, une des pistes que l'on a trouvées, c'est de mettre en place des jardins partagés. Ça peut être fédérateur. Trouver des éléments qui puissent être fédérateurs. Et ça renvoie à toute la difficulté pour nombre d'élus aujourd'hui, ce que vous évoquez, c'est un peu une double injonction contradictoire. C'est-à-dire à la fois, effectivement, vous avez des contraintes qui vous sont données par le SDRIF sur certains territoires, on dit il faut construire un peu plus, et en même temps on dit oui, mais il faut consommer moins de terre. Donc, effectivement, on arrive dans une logique aujourd'hui, et elle va être d'autant plus forte demain, parce qu'on va aller beaucoup plus loin certainement. Aujourd'hui, on met en avant l'idée du ZAN, zéro artificialisation, ce qui veut dire que demain, les capacités de construction sur de nouvelles terres vont être beaucoup plus compliquées. Donc de fait, la question de la densification va revenir de manière encore plus forte. Alors aujourd'hui, on sait, c'est vrai que si on va sur différents territoires, les petits bourgs, on sent plutôt assez, des difficultés éventuellement avec ça, parce que précisément, il n'y a pas forcément énormément d'espace. J'utilise énormément les dents creuses, mais bon, à un moment donné, voilà, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui reste? Division éventuellement de certains terrains, ça c'est encore possible. Mais une fois qu'on a fait ça, que faire de plus si on ne veut pas prendre de nouvelles terres? Donc, là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette difficulté et qui va être encore plus forte, je pense, demain, à travers les politiques qui vont être défendues notamment par la région Île-de-France, l'idée que, voilà, il faut plutôt appuyer le développement sur certaines centralités, justement, certaines centralités, que ce soit des villes petites et moyennes, et préserver sur les autres espaces au maximum des espaces agricoles qui
fait la richesse précisément de ces territoires, avec l'ensemble de ces espaces paysagers et ces espaces ouverts qui sont pour nous, en tout cas, la richesse de l'Île-de-France. Donc comment gérer cette double injonction contradictoire? C'est bien la difficulté des élus, même s'ils ont plein de bonne volonté justement pour pouvoir faire en sorte de respecter les objectifs du ZADIF. Pour la Boissière, c'est quand même 43 logements sur 2 hectares. Donc c'est une vraie révolution. Après, par rapport à l'artificialisation des zones agricoles, là en l'occurrence, c'est aussi des partenariats à trouver avec les agriculteurs. C'est-à-dire que dans la démarche qu'on a eue, de dire on va délocaliser le commerce, il y a aussi tout un travail qui a été fait avec l'agriculteur pour dire, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un partenariat pour vous permettre de vendre en local vos produits? Et on a reçu un grand enthousiasme de la part de cette personne-là. Et je pense qu'effectivement, mettre les acteurs locaux sur des projets fait que ça passera mieux par rapport aux exigences qui nous sont demandées. Donc c'est tout un travail de partenariat, de facilitateur des élus, d'action en tant que facilitateur des élus, de mise en relation de toutes les personnes qui peuvent apporter du plus à nos projets. Donc il faut arriver, et c'est vrai qu'on avait quand même l'ingénierie de l'État, il fut un temps à travers les DDT qui nous aidaient à ça. Aujourd'hui, on est plus pauvre de cette aide-là. Je reviens là-dessus. Alors, les DDT, effectivement. Alors, on a, en 2017-2018, on a accompagné les ateliers des territoires périurbains. Alors, c'est que 5 territoires, plus ou moins grands, qui sont accompagnés à travers ce dispositif donc, qui est mis en place par le ministère du Logement, par les services de la DHUP, et qui sont mis en œuvre par les DREAL et les DDTM localement. Et donc il y avait pour l'Île-de-France, c'était la Bassée-Montois qui était, ou le Bassée-Montois, je ne sais plus, qui était dans le dispositif. Et donc l'enjeu là est vraiment de réfléchir à des projets de territoire et d'essayer de constituer une stratégie à long terme et donc à une échelle, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui correspond plus peut-être à des besoins de vie des habitants. Ce qu'on constate à travers ce type de dispositif, ça permet de mesurer effectivement comment les injonctions peuvent parfois être contradictoires déjà entre certains ministères et puis après dans leur concrétisation comment ça devient compliqué. Donc c'est un élément important pour nous pour prendre connaissance de ces limites-là. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'au-delà de ces injonctions contradictoires, il y a aussi tous les paradoxes que j'ai très rapidement, enfin beaucoup de paradoxes, dont quelques-uns que j'ai évoqués tout à l'heure, mais c'est vrai sur les modes de vie qui évoluent et les attentes des personnes qui s'installent dans des espaces avec des revendications d'urbanité. Et donc de ce point de vue-là, alors certes, moi j'ai plutôt des notions sur l'échelle nationale, mais c'est vrai que malgré tout, on a quand même une vacance qui est de plus en plus importante dans les tissus anciens. Et c'est évident que sur certains territoires, c'est très compliqué d'accompagner le renouvellement, pour refaire la ville sur la ville, parce que c'est plus coûteux, qu'il n'y a pas forcément les opérateurs, et surtout parce que les personnes qui arrivent, elles ont avec elles un imaginaire qui est lié au fait de peut-être aller dans des territoires qu'ils considèrent comme plus ruraux, et ils n'ont certainement pas envie de se retrouver sans jardin, sans possibilité de se stationner devant eux. Voilà. Donc du coup, ça me semble effectivement aujourd'hui très compliqué de pouvoir intervenir, et de ce point de vue-là, l'idée de densité en plus véhicule un certain nombre de représentations aussi qui ne correspondent pas forcément aux attendus des habitants, des citoyens. Même s'il y a quand même beaucoup d'idées reçues aussi sur cette notion de densité.
Mais quoi qu'il en soit, il y a finalement un constat aussi que ce n'est pas forcément en étant juste en répondant par la densité que l'on résout finalement ces problèmes de consommation et d'artificialisation des terres. Il y a d'autres choses à mettre en place, et tout en répondant aux besoins et aux envies des habitants. Et là encore, je suis désolée, je suis en boucle peut-être là-dessus, mais ça nécessite de ne pas rester que à sa propre échelle, mais à une échelle plus large, notamment parce que pour ce qui est de l'implantation des commerces, voilà, ou de grands équipements, parfois il vaut mieux peut-être réfléchir à comment mutualiser et préserver finalement la nouvelle consommation de l'espace à du logement. En tout cas, oui, on est bien conscient de la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en œuvre des choses qui sont pensées de manière plus générique, mais qui répondent à un enjeu néanmoins très important de préservation des terres. Je pense que une des pistes, parce que pour l'avoir évoqué à de nombreuses reprises, c'est de pouvoir mutualiser en termes de réflexion sur les logements sur des territoires. C'est-à-dire que plutôt que de comptabiliser l'effort de logement sur les grandes villes ou les villes moyennes, si on pouvait penser sur un territoire plus large, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Parce que finalement, à concentrer l'effort de logement sur des villes moyennes ou des grandes villes, on crée des problématiques, et ce aux dépens des petits villages comme les nôtres, qui du coup, quel intérêt de venir s'installer chez nous? Ils vont trouver auprès des villes et ce dont ils ont besoin. Et donc du coup, on va délaisser petit à petit nos territoires ruraux, et on va les voir se vider à vitesse grand V. Alors que si ce calcul finalement d'effort de logement était fait sur un bassin de vie, ce phénomène-là, tous nos villages, tous les maires de nos villages ont cette volonté de faire du logement et du logement social. Oui, moi je le pense. Mais je le pense si il y a cet effort, c'est-à-dire faire des petits ensembles. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de bailleurs sociaux, ou très peu, qui veulent bien venir sur un ensemble de 12 logements. Mais 12 logements, on en a besoin. Nous, les petits villages, on en a besoin de ces logements-là. Parce que sinon, on voit partir les populations sur l'Eure-et-Loire. Demain, quand ces populations-là, on en aura besoin sur du maintien à domicile de nos personnes âgées, sur des travaux de toutes sortes. Enfin, sans catégoriser les gens qui sont en logements sociaux, mais ces gens-là, on ne les aura plus sur notre territoire, c'est terminé. Et en plus, à mon sens, c'est ce qui fait la richesse, la mixité. Si on ne mutualise pas cet effort de logement sur l'ensemble du territoire, cette mixité, on ne l'aura plus dans nos petites communes. Et on va perdre beaucoup. Mais bon, ça, c'est des questions politiques. Ça envoie aussi ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un PLH. Et c'est pour ça que c'est intéressant maintenant, ce type d'outil. Mais comme vous le dites, et là, c'est vraiment la difficulté de ce qui s'est passé d'un point de vue institutionnel, c'est que, dans le fond, avec cette dernière réforme territoriale et le fait qu'on a voulu achever à marche forcée l'intercommunalité, ce qui s'est fait en Ile-de-France, on était considérés comme les plus tardifs de fait, hein, c'était là où l'intercommunalité est la plus tardive, mais en même temps, par faire l'histoire, mais c'était aussi l'intercommunalité était la plus récente, dans le sens, historiquement, c'est au début du XXe qu'on a fait l'intercommunalité en Ile-de-France. Bon, mais le fait est que la réforme qui a été faite dernièrement, elle a pénalisé indiscutablement les projets en cours, aussi bien sur les petits bourgs que dans le cœur de l'agglomération. Aujourd'hui, s'il y a des établissements publics territoriaux qui sont dans le cœur de la métropole, nombre des grands élus vous diront qu'ils ont dû arrêter un certain nombre de projets en raison même de cette construction institutionnelle. Donc, voilà, l'idée était de rationaliser,
d'être plus efficace. L'est-on véritablement? C'est loin d'être évident, parce qu'effectivement, l'intercommunalité telle qu'elle s'était faite précédemment, elle s'était faite sur le mode du dialogue, de la volonté des élus locaux d'aller vers une forme de coopération. Là, de fait, c'est par une imposition que s'est faite cette intercommunalité. Donc les gens n'y vont pas de bon cœur, d'une certaine manière. Et ce qui n'est pas sans poser question, je pense à une intercommunalité qui s'est faite véritablement, vous l'évoquiez, en choisissant bassin de vie, on peut l'appeler comme on veut, mais les formes de déplacement qui avaient du sens, c'est Doudan, la communauté oudanaise, dans les Yvelines. Voilà une intercommunalité qui est sur 2 régions, sur 2 départements, précisément qui s'est jouée de l'ensemble des dispositifs régionaux, avec un maire qui s'est dit comment je peux bénéficier à la fois des dispositifs de la région Île-de-France, mais aussi des dispositifs de l'autre côté, qui a réussi à construire véritablement ce que vous dites sur le bassin de vie. Je suis d'accord, en même temps, c'est que le bassin de vie est créé par les politiques aussi. C'est en créant des politiques que vous structurez un bassin de vie, en disant, je crois que c'est assez vrai sur ce territoire, on va positionner plutôt une médiathèque là, plutôt la piscine à un autre endroit, on va penser les transports. Donc tout ça, finalement, une fois qu'on a un territoire qui est stabilisé, parce que c'est là la difficulté, comme vous dites, depuis maintenant 4 ans, on a dit, voilà, vous rentrez en intercommunalité, vous êtes à 10, et puis on vous en rajoute 10 autres, qui n'avaient pas les mêmes problématiques, et qu'on commence à construire des politiques de déplacement avec les territoires résidents. Voilà, effectivement, ça casse toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre. Une fois que vous avez un territoire stabilisé, vous pouvez commencer à réfléchir, effectivement, à mailler ce territoire, à faire en sorte qu'il y ait un équilibre plus cohérent entre les différentes communes, et que, d'une certaine manière, chacun y participe, si chacun souhaite y participer. Il y a quand même quelques territoires qui souhaitent préserver leur patrimoine paysager et faire en sorte qu'on ne construise pas trop. Je sais pas que sur le manque d'opérateurs, une des pistes effectivement donc, qui est permise justement quand on élargit les logiques d'intervention, donc les échelles de réflexion, c'est donc on a mentionné tout à l'heure le pacte métropole, donc cet enjeu de créer des coopérations entre, alors ça peut se faire du coup au niveau de l'ingénierie par exemple, mais entre une métropole qui est dotée en service, en opérateur, et avec un territoire qui va avoir peut-être un besoin spécifique pour monter certains projets. Donc on parlait de l'absence d'opérateurs, de bailleurs. On pourrait imaginer que voilà, sur certains projets, il y ait une recherche d'équilibre et qu'on couple un projet sur la métropole qui va être générateur pour... Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire... Et avec des opérations qui sont peut-être moins évidentes à monter et plus risquées, mais voilà, comment on trouve, donc ça existe sur d'autres champs, que ce soit par rapport à la gestion des déchets, que ce soit par rapport à l'accès à la culture, voilà, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, ça fait partie voilà, des manières de faire qui doivent se développer et qui doivent être peut-être plus, qui nécessite voilà, de penser différemment son territoire d'intervention. Quand on définit dans un village une centralité, on ne se limite pas à son village. C'est évident. C'est pour ça que je dis on met en place aussi un accès au transport. La mobilité, c'est quelque chose de très important pour nos communes. Et on ne va pas limiter les solutions de mobilité aux frontières de la commune qu'on gère, bien sûr. Donc, effectivement, la réflexion sur la centralité est une réflexion qui doit être portée à un niveau plus global que la commune. Pour revenir sur la densification et l'image qui en est véhiculée, je pense que c'est plus facile d'expliquer la densification sur des nouveaux programmes que sur de l'ancien, avec effectivement des constructions en drapeau qui sont quand même pas très bien acceptées par les populations et souvent qui sont mal menées, alors que c'est vrai que penser un quartier densifié a une logique qui est quand même plus... enfin en tout cas une harmonie qui est plus évidente que celle de densification. Nous, on a vraiment fait ce choix de effectivement aller sur des terres agricoles, mais que pour 2 hectares. C'est
pas non plus énorme, mais plutôt que de densifier, parce que on a la problématique des voisinages qui est dans les communes rurales quelque chose de très important. Vous venez dans le rural, ben vous arrivez avec vos chiens, vos chats, voilà. Et donc il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Et la deuxième difficulté, ce sont nos réseaux qui souvent ne sont pas à même de supporter une densification trop importante. Alors que sur une création, on a moins cette difficulté. Mais ça génère un surcoût malgré tout. Ça, oui. Oui, mais retaper dans toutes vos routes, parce que concrètement c'est ça. C'est-à-dire que si je densifie et que j'ai plus suffisamment d'électricité pour alimenter d'un bout à l'autre de la route, ça veut dire que la route que je viens de refaire 2 ans avant, il faut que je tape dedans pour retirer un câble plus important. Et ça, c'est des vraies réalités de terrain. Et c'est vrai que la densification, c'est aussi ça. Et c'est la pression quand même de faire quelque chose pour le défaire demain, parce que on a cette pression de la densification. Et tout n'est pas pris en compte dans ce qui est pensé. Et ça a un coût de retaper dans une route qu'on a fait 3 ans avant. C'est souvent bien plus coûteux que, effectivement, de refaire une boucle sur un territoire qui est vierge. Et ça, pour les petites communes, le nerf de la guerre, comme pour les grandes d'ailleurs, il est là. Et c'est la limite, effectivement, de l'exercice de la densification, à mon sens. Donc, merci. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre débat. Mais malheureusement, comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc on va devoir essayer de raccourcir un peu les questions. Donc justement, pour enchaîner un peu, vous parliez tout à l'heure des réseaux et tout ça. Donc le premier point qu'on aimerait aborder, c'est, alors encore une fois, en évoquant le livre La revanche de village de Eric Charme, donc c'est dans lequel il propose en fait la polarisation de l'urbanisation sur les gros bourgs et les petites villes aussi, où devrait s'appliquer préférentiellement la densification. Donc ceci aurait l'intérêt en fait de diminuer, de minimiser le coût par exemple des voiries, des réseaux divers, comme par exemple les réseaux de chauffage, tout ça. Donc, mais aussi ça permettrait de diminuer aussi les déplacements pendulaires et donc favoriser les déplacements doux. Donc la première question c'est d'abord quel regard portez-vous en fait sur cette proposition d'une polarisation de l'urbanisation formulée par Eric Charme, mais ensuite, juste pour revenir vite fait sur Boissière-École, Madame Gaillot, vous avez dit que en fait la commune a décidé de ne pas densifier, mais de créer un nouveau quartier pour les nouveaux arrivants. Donc la première question c'est en fait est-ce que la création de ce nouveau quartier, ça va, comment ça se passe en fait la transition entre une commune avec les habitants, les résidents actuels, et tout d'un coup il y a un nouveau quartier qui apparaît, et est-ce que c'est à quel point est-ce que on essaye de distinguer les deux, ou de faire de sorte que c'est quand même, ça fait quand même partie de la commune et pas juste Boissière-École 1 et Boissière-École 2 par exemple. Alors, nous, ça vient se caler sur un nouveau quartier qui a été créé il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et tout ce qui s'est fait en nouveau quartier, entre guillemets, c'est construit de la même manière. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire adhérer les habitants au projet. C'est ça qui est important. C'est de leur montrer que on va dans le sens du développement durable, on va dans le sens de plus de facilité pour eux, par exemple d'accès au commerce. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas se garer quand on doit aller sur le commerce local. Donc c'est la croix et la bannière pour arriver à ce que tous trouvent leur place. Donc là, c'est justement penser le nouveau quartier pour que chacun trouve bien sa place et que chacun ait un profit. Enfin, cette notion de bien-être, elle est importante, de bien vivre, elle est importante.
et bien vivre ensemble. Et bien vivre ensemble, c'est peut-être effectivement de créer une nouvelle centralité. Et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé. Je pense que les seuls, et on peut les comprendre, qui sont les plus impactés, ce sont les riverains à proximité. Et en réfléchissant, je me dis que certes, parce que c'est difficile de changer des habitudes, et c'est difficile de se dire demain mon cadre de vie, il va être différent, mais en fait ça va être les plus gagnants, à mon sens, de cette nouvelle centralité. On crée à côté d'eux un accès à toutes les commodités. Et finalement, ceux qui vont être les plus perdants, c'est ceux qui sont établis dans le centre-bourg, en tout cas à proximité du commerce existant, qui là vont être amenés à faire 800 mètres supplémentaires pour pouvoir accéder. Donc à nous de trouver des solutions, et là je m'appuie effectivement sur la communauté d'Aglo qui fait une expérimentation dans tout ce qui est mobilité, sans chauffeur, voilà, enfin, avec, on fait ça avec Tabolo d'ailleurs, avec les voitures autonomes, voilà, les véhicules autonomes. Essayer de penser peut-être à des véhicules autonomes qui pourraient emmener du cœur existant vers la nouvelle centralité. Donc on réfléchit là-dessus, et la région Île-de-France qui permet aujourd'hui de penser la mobilité en vélo à assistance électrique peut nous accompagner dans ce sens. Toutes les bonnes idées, il faut rebondir et il faut ne pas avoir peur de faire de l'expérimentation, parce que je pense que nos habitants, ils adhèrent à ça, ils sont heureux d'expérimenter, et je pense que si on leur amène des moyens de se faciliter la vie, ils ne pourront qu'accepter cette nouvelle centralité. Après, on a fait aussi, enfin dans ce qu'on projette, l'idée qu'il faut un lieu où puisse avoir lieu des manifestations, plutôt marché local, etc. Donc on a prévu une petite halle qui temporairement pourrait accueillir ce type d'événement, marché de Noël. Donc ça va participer à l'animation du village, donc tout le monde sera gagnant. Et puis pour ceux qui sont riverains au plus près donc, de ce nouvel ensemble, je pense qu'ils vont même au niveau financier vont voir une valorisation de leur patrimoine. Ils seront à la revente de leur maison au cœur du village. On sait bien qu'une maison au cœur de village, elle se vend mieux qu'une maison qui est totalement excentrée. Donc je pense qu'une fois qu'ils vont avoir compris ça, ça sera mieux accepté et qu'on pourra aller au bout du projet. Mais on a déjà beaucoup échangé dessus, hein, et on a fait des ateliers avec un bureau d'études, et on va poursuivre la démarche jusqu'au bout pour qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on ne soit pas dans quelque chose d'imposé par 15 élus qui ont réfléchi dans leur coin. Oui, peut-être juste pour revenir sur la proposition de la polarisation de l'organisation de Richard. Alors, sur cette notion de polarisation, c'est plutôt effectivement en phase avec les orientations qui sont données à travers les politiques publiques telles qu'elles sont pensées au niveau de l'État, que ce soit pour cœur de ville ou pour petite centralité, puisqu'effectivement, un des critères dans les choix sur Centre-Bourg, dans les projets qui étaient présentés, il se trouve que les communes qui on était sur revitalisation des centres-bourgs. Donc comment on répond à le désinvestissement de certains centres de villes et de villages au bénéfice des espaces périphériques et donc de l'étalement urbain. Donc ça c'était l'intention, et du coup forcément les projets qui présentaient à la fois une des éléments donc, pour revitaliser le centre, mais qui à côté créer un centre commercial ou un nouvel, eux n'étaient pas retenus, ou un nouveau quartier à l'extérieur, parce que c'est pour nous un contre-intuitif, et finalement l'effet levier qu'ils pouvaient trouver sur le projet était complètement contrebalancé par le fait qu'il y ait
une extension qui vient voilà, remettre en question finalement le centre, le centre historique. Alors, on touche là un peu à un des mythes aussi très français. Donc on est tous très attachés au village avec la petite place, la mairie, la place de marché, mais à la fois dans ce quotidien en fait on veut donc il y a aussi le mythe du pavillon, du jardin, du tous propriétaire. Voilà, donc, il faut intervenir avec tout ça, avec ces paradoxes-là encore une fois. Donc nous, malgré tout, le choix de la polarisation à l'échelle globale, elle se tient parce que c'est lié pas que aux questions de logement, mais c'est par rapport à la polarisation de l'emploi, enfin, voilà, comment on fait en sorte pour justement limiter les déplacements, en tout cas. Bon, il se trouve que sur le territoire francilien, il y a quand même très grande concentration, donc c'est compliqué. Je pense que on est encore une fois sur une spécificité francilienne qui ne tient pas face aux observations que nous on peut avoir au niveau national, mais néanmoins voilà, c'est un élément important cette logique de polarité. Mais pour revenir donc effectivement à cette expérience centre-bourg, malgré tout, l'enjeu reste de proposer finalement des formes d'habitat diversifiées qui collent davantage aussi à l'évolution des parcours résidentiels, parce que effectivement aujourd'hui on a un besoin et donc je comprends en fait que aujourd'hui ça répond à un besoin, à une envie de créer un nouveau quartier, ou en tout cas de venir étoffer un quartier nouveau en périphérie de votre village. Mais peut-être que voilà, en vieillissant, les populations ont plutôt tendance à vouloir revenir dans le centre. Est-ce qu'il y a des logements qui sont adaptés pour pouvoir accueillir... Enfin, ça tient aussi là où se trouvent alors c'est peut-être pas votre cas, mais les services de santé. On sait que c'est des attracteurs très forts, plus on avance en âge et qu'on va avoir tendance à vouloir s'en rapprocher. Enfin, voilà, c'est alors du coup compliqué de jouer sur les échelles et de jouer voilà, en regardant à long terme et de faire en sorte que selon l'évolution de sa population, comment les projets qu'on met en œuvre sont toujours en phase avec les besoins et puis sans être en contradiction aussi avec les modes de vie qui évoluent. Donc on a une dernière question en fait pour Monsieur Le Goff par rapport à votre écrit sur les villes franches dans l'agglomération parisienne. Donc, vous parlez notamment de l'intercommunalité XXL. Donc en fait la question c'est comment imaginez-vous en fait la mise en place de cette intercommunalité alors que vous dites aussi que les maires des différentes agglomérations ont du mal à se rassembler entre juste pour des problématiques communes. Alors, je parle des intercommunalités XXL parce que les maires m'en parlent. Ça ne veut pas dire que je prescris les intercommunalités XXL, c'est très important de le dire. Parce que précisément, pourquoi un certain nombre de maires, je pense de maires de ces villes petites et moyennes, que ce soit du côté des Tempes, que ce soit du côté de Montreux, disent ça. Je dis ça pas forcément pour mettre en place des intercommunalités, je pense peut-être éventuellement autre chose, mais c'est pour exister. Trouver un moyen d'être visible dans l'espace public, en l'occurrence francilien. C'est-à-dire qu'ils disent très bien, voilà, bon, on a des intercos, ils font aujourd'hui 20 communes, 30 communes, ça nous permet de régler un certain nombre de problèmes. Mais lorsqu'on se retrouve face à ce qu'ils appellent, de manière un peu générale, le Grand Paris étant entendu pas forcément comme simplement la métropole, mais plutôt comme cette nappe urbaine qui avance l'ensemble de l'agglomération, comment fait-on, en quoi est-on légitime et comment peut-on peser sur l'ensemble des politiques publiques? En disant, si on peut peser, c'est parce qu'on aura été capable d'établir des moyens de pression à travers des institutions fortes. Les départements ont créé une alliance entre eux, c'est, j'allais dire, la préhistoire intercommunalité, 1884, on a mis en place ce type de dispositif. N'empêche que grâce à cette alliance, ils ont pu peser, là encore, dans le débat public. Ils ont même réussi, sur certains aspects, à entraîner avec eux les départements de la première couronne. Donc ça peut être aussi ça, c'est pas forcément des coopérations très fortement institutionnalisées, et sans doute peut-être d'autant moins, demain, on a peut-être d'autant moins besoin de cette coopération systématique avec des frontières, au contraire, parce qu'on l'a bien vu, en fonction des problèmes d'action publique,
on a aussi besoin d'une forme de flexibilité, de l'habilité pour pouvoir s'adapter aux différentes problématiques d'action publique. Donc, mais on a besoin, en tout cas à un moment donné, de faire poids à travers des structures, c'est pour ça que je disais entente, alliance. C'est très intéressant de voir que ce type de dispositif, par exemple, s'est très fortement développé, j'avais dit, entre les années 2005 et 2012, au cœur de l'Île-de-France. Quand je dis au cœur, c'est au cœur de la métropole. Pourquoi ? Parce que ces territoires-là ont voulu, par différents aspects, faire pression. Résultat, pour certains d'entre eux, ils ont obtenu énormément de choses lorsqu'on s'est mis à définir les territoires de l'intérieur de la métropole du Grand Paris, les fameux établissements publics territoriaux. Eh bien, un certain nombre de territoires avaient créé en amont, on avait fait une étude là-dessus à l'Institut Paris Région, dans les années entre 2005 et 2010, des territoires pour revendiquer le prolongement de la ligne de métro, une reconnaissance à tel et tel endroit. Donc ces formes de coopération qui vont pas forcément vers l'intercommunalité, mais qui permettent de faire exister un territoire, voilà aussi ce que défendent les élus de ces espaces-là pour dire on a besoin d'exister, on a besoin d'une visibilité politique. Parce que c'est vrai que quand vous parlez, là on va rentrer dans les élections municipales. De quoi parle-t-on dans l'espace public? On va parler de la campagne des municipales de Paris, de Lyon, éventuellement de Bordeaux. Mais va-t-on évoquer le problème des territoires bourgs, de la Creuse ou autres? Non. On n'abordera jamais ces questions politiques. Donc il y a une absence, effectivement, de fait de visibilité politique. Donc comment faire émerger ces territoires? Peut-être par, justement, d'autres formes de coalition, pas forcément des intercommunalités XXL, parce que c'est compliqué à gérer. Preuve en est, par exemple, Grand Paris Seine-et-Oise, qui est la seule communauté urbaine de la région Île-de-France. Eh bien, j'avais été voir un maire avant qu'il soit absorbé, parce que là on peut véritablement parler d'absorption par cette intercommunalité. Le maire disait, moi j'ai peur, et c'était juste avant, j'ai peur d'être absorbé par cette nappe urbaine. Ça n'a pas manqué, de fait, il est rentré dans cette communauté urbaine. Alors la difficulté de fond pour lui, c'est qu'il se retrouve aujourd'hui avec plus de 60 communes, il est une petite commune de 800 habitants, et il dit, je n'existe plus. Pourquoi n'existe-t-il plus? Parce que vous avez une vice-présidence, lui il n'a même plus de vice-présidence. Donc si vous n'avez même plus de vice-présidence, vous n'existez plus dans l'intercommunauté. Donc en fait, ces petites communes, dans ces intercommunautés XXL, la grande difficulté, c'est qu'elles n'existent plus, elles n'arrivent pas à faire porter leur voix. Donc là, effectivement, on est dans la difficulté, j'allais dire, ce dilemme d'exister dans un espace qui est celui de l'Île-de-France, et en même temps d'assurer cette forme de proximité et de reconnaissance de ces petites communes. Donc, je n'ai pas la solution idoine, idéale, je ne prône pas les intercommunalités XXL, je reprends simplement les propos de certains élus locaux. Oui, l'intérêt en fait de cette question par rapport à l'intercommunalité, c'était simplement de savoir aussi en quoi l'intercommunalité peut-être favoriser cette polarisation de l'urbanisation ou pas. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les différents dispositifs et les politiques publiques que vous pouvez mener, que ce soit des PLH, demain des PLUI. Voilà, c'est une obligation dans le cadre des communautés urbaines de mettre en place des plans locaux d'urbanisme et d'intercommunalité. La difficulté, il faut être clair, les maires, ils sont réticents. Pourquoi? Parce qu'avant tout, être maire, c'est quoi? C'est gérer le sol, et à travers la gestion du sol, c'est gérer le peuplement de sa commune. Donc s'il perd cette compétence, certains vous diront, mais à quoi je sers? Je ne sers plus à rien si j'ai plus cette compétence de déterminer qui va venir sur mon territoire. Donc, d'où la difficulté de réussir aujourd'hui à mettre en place des PLUI. On peut regarder, nous on en fait des cartes des PLUI, on peut dire voilà, il y a tant de PLUI en Île-de-France. Enfin, derrière, il n'y a rien. La plupart du temps, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a simplement le respect de la règle. Par exemple, dans les EPT, les établissements publics territoriaux, on a fait le recollement à l'ensemble des PLU, c'est tout. Pour autant, ça n'a rien changé en termes d'organisation de l'aménagement sur ces espaces-là. Il n'y a qu'une commune, enfin une intercommunauté qui a vraiment avancé parce qu'elle est historique et ancienne, c'est pleine commune et dont son territoire n'a pas changé. Ils ont pu commencer à réfléchir à des formes de mutualisation, tout en préservant quand même un certain nombre de pouvoirs pour les élus locaux, bien évidemment. Et malgré tout, il arrive parfois que dans certaines intercos, il y a un rapport de force qui soit plutôt au bénéfice non plus de la centralité initiale, et il y a la revanche des villages, elle est aussi, qu'exprime Éric Charme dans son ouvrage, aussi du fait de ces communes qui ont pris parfois certaines intercommunalités et qui du coup parviennent à mieux porter leurs revendications. C'est pas la majorité, mais c'est aussi une réalité.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être, à prendre sur le sujet qu'on a présenté? Non. Donc on va conclure. Donc merci déjà d'être intervenu aujourd'hui et d'avoir fait honneur de votre présence. J'ai noté plusieurs points. Donc déjà avec votre présentation, Tanguy Le Goff, donc le fait qu'il y avait une concurrence entre les villes petites et moyennes et les villes nouvelles pendant longtemps, avec des villes petites et moyennes qui étaient dans l'ombre des villes nouvelles. Aussi une ingénierie en région Île-de-France qui est plutôt bonne, même si il y a quand même des inégalités et qu'elle est moins développée dans la 3e couronne francilienne. Cette question de la concurrence d'ailleurs entre villes petites et moyennes et les villes nouvelles, ça pose aussi la question de comment exister dans cet espace francilien. L'idée qui émerge, c'est évidemment le fait de ne pas avoir des territoires qui soient seulement servants, mais qui sont complémentaires, avec l'idée d'une solidarité territoriale. Une dynamique aussi qui est globalement croissante dans la région, même si on l'a vu à travers l'exemple de votre commune, pas que. La nécessité aussi d'avoir vous parliez d'un différentialisme, donc ça c'est des hypothèses aussi d'intervention. Et enfin, quant à la densification, donc la réelle difficulté, l'enjeu, c'est de faire adhérer finalement les habitants au projet pour dépasser les représentations parfois négatives que ça véhicule. Merci en tout cas.